Aujourd'hui, nouveau montage PC, cette fois-ci pour un budget de 900 € et bien sûr, comme d'habitude, petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc bien sûr, vous avez déjà vu l'aperçu, la miniature, etc. Donc on va faire le petit montage aujourd'hui de ce PC à 900 €. Super intéressant, je trouve que c'est un bon budget parce que moins de 1000 €, c'est assez difficile. Mais ce qui fait plaisir, voilà, les cartes graphiques, ça revient en stock. Je vais vous parler de celle-ci. Pour moi, c'est le meilleur choix du moment. Pour un budget contenu bien sûr, donc voilà, petit montage sympathique, je fais au mieux comme à chaque fois pour faire les meilleurs composants du moment. Là, la vidéo que je tourne c'est fin mars 2022, donc n'hésitez pas à regarder la description, je mettrai tous les liens que je vous présente ici. J'essaye de mettre à jour bien sûr la description et je mets la date d'ailleurs de la mise à jour, donc également n'hésitez pas à regarder mon site, c'est la première ligne de la description. Donc comme d'habitude, la vidéo va se décomposer en 3 étapes. Première étape, je vous présente les composants que je vais mettre dans le PC. Deuxième étape, ça va être rapide, ça va être un petit montage en musique, ça dure environ 1 minute. Et troisième étape, on fait un petit bilan, donc que ce soit les performances en jeu, j'ai testé déjà sur 10 jeux, comme vous voyez, la plateforme j'ai déjà installé, donc j'ai testé déjà sur 10 jeux, je vais tester en plus de ça, tout à l'heure je vais tester et les températures, et la consommation, etc. donc pour faire un bilan global, et donc bien sûr s'il y a des points négatifs, je vous les dirai au fur et à mesure. Première chose qui compose notre PC aujourd'hui à 900 €, c'est un kit évolution avec processeur et avec une carte mère directement pour 250 €. Alors je trouve que franchement c'est top, c'est le Core i5 10400F. C'est un Seeker 12 threads. Il équivaut plus ou moins à Ryzen 5 3600. Alors je sais que vous aimez actuellement plus les AMD Ryzen, mais les équivalents chez Intel aujourd'hui, en ce moment, sont un petit peu moins chers. Donc il y a des nouveaux qui vont arriver, donc peut-être que le marché sera bousculé au printemps. Mais aujourd'hui, c'est un très bon pack parce que nous avons une très bonne carte mère en Z590 avec Wi-Fi. Donc ça peut intéresser beaucoup de monde. L'avantage d'avoir une Z590, c'est de bénéficier de la mémoire également en DDR4 supérieure à 2666. Le chipset B460 le bridait, et donc ce qui est bien avec cette carte mère, c'est que vous pourrez mettre sans problème, par exemple, quand vous aurez marre de ce Core i5, mettre un Core i7 11700K par exemple. Donc je vous montre la plateforme que j'ai déjà installée ici, c'est exactement la même plateforme que le PC à 700 €. Donc il y a le petit ventirad ici, donc on va dépasser un petit peu le budget aujourd'hui, donc ça va être 925 € parce que j'ai à tout prix voulu mettre un ventirad, mais si vous avez un budget de 900 € pile, il faudra vous contenter du ventirad ici d'origine, qui est vraiment pas terrible, il est vraiment pas très joli. Bon, ça fait le travail, je précise, il y a toujours la pâte thermique appliquée dessus. Donc avec ça, voilà, une carte mère très bien, le Wi-Fi, il y a les antennes dans la boîte, vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut pour une configuration très moderne. Donc vous avez vu, il y a 4 slots de RAM, donc on va rajouter nos 16 Go. Je vous montre, je vais poser ça délicatement. Donc on part sur 16 Go en DDR4 ici, 3200 modèles Clef qui sont compatibles sans problème avec les Intel. J'ai testé également sur des Ryzen. Ils sont vraiment pas mal parce qu'ils coûtent environ 65 €. On les trouve régulièrement, que ce soit sur Amazon, même sur Cdiscount il me semble. Après si vous voulez du RGB c'est un peu plus cher, mais voilà, moi j'aime bien garder de la low profile. Comme vous voyez, si vous mettez un water cooling, tout ça des fois ça peut gêner. Donc je les mettrai en place tout à l'heure parce que je vais rajouter le ventirad par la suite. Ensuite ce que je mets moi, après c'est comme vous voulez, moi j'ai mis un SSD NVMe d'1 Tera qui coûte environ 80 €. Il y a le Crucial P2, je mettrai la meilleure référence bien sûr en description. Donc c'est à peu près 80-85 € pour 1 Tera. Moi c'est la meilleure option actuellement dans un budget à partir de 800 €. J'aime bien mettre un petit SSD d'1 Tera. Il y a certains qui veulent par exemple un SSD de 240 Go plus un disque dur d'1 Tera. Après c'est vous qui voyez. C'est une solution qui est un petit peu plus chère, mais voilà, c'est beaucoup mieux, ça prend moins de place, il n'y a pas de câble à traîner, parce que quand vous mettez disque dur, quand vous mettez SSD, il y a les petits câbles SATA en plus dans votre boîtier, donc c'est un petit peu moins joli. Après, c'est vous qui voyez, moi j'aime bien cette option-là, c'est un bon compromis, et comme vous avez vu, il y a 3 emplacements M.2, donc j'ai testé le premier qui marchait pas, je pense qu'il est déjà réglé par défaut en PCI Express 4.0, donc il n'était pas reconnu. Il y a un 3e emplacement ici PCI Express, donc n'hésitez pas à regarder, et donc pour le stockage, il n'y a vraiment pas de souci par la suite. Alors s'il y en a un qui a la solution, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si par défaut c'est bien configuré en PCI Express 4.0 et s'il y a dans ces cas là l'option dans le BIOS pour mettre le SSD derrière le dissipateur ici. Au niveau carte graphique, voilà, pour moi c'est la pépite du moment, il n'y a pas mieux au niveau rapport performance-prix, RX 6600. Donc ici modèle XFX qui coûte sur Amazon 413 €. Franchement c'est top. Alors c'est une carte graphique super intéressante, vous allez voir les performantes. Alors
Actuellement, en face, au même prix, il y a la RTX 2060, qui est moins bien, et RTX 3050, encore moins bien. La 413 €, zéro concurrence. Je sais que vous aimez en carte graphique à tout prix du Nvidia. Là, pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions, c'est une carte graphique vraiment excellente. Donc pour un PC à moins de 1000 €, ça reste une très bonne carte graphique. Si vous avez plus de budget, on verra d'autres configurations. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo vendredi sur d'autres configurations, mais il y a possibilité de mettre une RTX 3060, RX, sa grande sœur, RX 6600 XT, qui est encore un peu plus performante, qu'on avait utilisé dans le PC qui est derrière ici, le PC à 1200 € par exemple. Donc pour moi, c'est un choix évident dans cette gamme de prix. Au niveau alimentation, je voulais la Corsair CX 550F RGB, mais elle était plus en stock, elle était à 49 €. Après, elle remonte à 65 €. Donc voilà, ça c'est compliqué. C'est pour ça que je me suis orienté vers la grande sœur, un peu plus cher. C'est une nouveauté, le modèle TX 550M. Cette fois-ci, c'est du 80+ Gold semi-modulaire. Alors, je pense que ça va être vraiment une très bonne alimentation. De toute façon, elle est bien réputée, elle est bien classée. Voilà, c'est top. C'est vrai que 55 €, ça passe pour ce type d'alimentation. 550 watts, c'est large. Plus tard, pour mettre une autre carte graphique, pour faire une évolution, plus gros processeur, autre carte graphique, c'est ça qui est bien. Si vous avez peur, bien sûr, prenez du 650, 750 watts. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. Dans tous les cas, 550 watts de qualité, ça fait plaisir pour 55 €. Donc un boîtier que j'ai trouvé, c'est une nouveauté, la marque Oversteel. Je pense que c'est une marque d'Amazon ici. Donc un boîtier blanc, comme vous voyez, avec un petit RGB en façade, ventilateur RGB à l'arrière. 46 € livré. Du verre trempé, 3 mm d'épaisseur, je vois qu'il est fin. Donc attention, ça va être très fragile là. Donc voilà, c'est un boîtier assez compact, hein, comme vous voyez. Pour ce type de configuration, ça va. Bien sûr, pour les configurations à plus de 1000 €, ça peut être un peu plus discutable. Je vous montre, hein. C'est un petit peu bombé ici, c'est vraiment pas terrible. Bon, ça reste correct pour un boîtier à 46 €, surtout au niveau du look. Donc le water cooling, ça peut être possible sous certaines conditions, hein. 240 mm sur le top, ou sinon ce sera en façade. Ça va dépendre aussi des rames que vous achetez. Je pense que ça peut buter ici au niveau de la rame si elle est un peu trop haute. C'est pour ça que je vous conseille souvent de la rame low profile, surtout pour des boîtiers un peu plus compacts, on va dire. Voilà, le seul défaut de ce boîtier, j'ai envie de dire, voilà, c'est ici au niveau du cable management, ça va être un petit peu juste, hein. C'est pour ça qu'ils ont mis une fenêtre bombée. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus large et que voilà, c'est un peu plus droit, on va dire, au niveau esthétique. Dans tous les cas, je vais faire le petit montage tranquillement. Je vais continuer de tester ce PC et on se retrouve après cette étape montage. Alors, montage et tests terminés, comme vous voyez, hein, le PC est à côté de moi, j'ai fait mes tests, j'ai fini mes tests, que ce soit les températures, etc. Donc, au niveau du montage,
c'était un petit peu compliqué, hein, pour être honnête, au niveau de là-haut. Comme il n'y a pas beaucoup de place, il faut passer en premier, ce soit le câble ici, pour alimenter le ventilateur à l'arrière. Il faut même l'enlever pour le montage, c'est beaucoup mieux. Et le câble d'alimentation CPU, il faut le brancher en premier. Il faut le passer avant la carte mère, c'est quand même plus joli que de passer ici sur le côté. Même ce boîtier-là peut être bien pour un format micro ATX. Après, il est assez compact et tout ça, mais au niveau du câble management, ça passe, hein. Il n'y a pas beaucoup de câbles, pas beaucoup de RGB. Ça peut faire peur au niveau de l'airflow parce que c'est vraiment pas terrible en façade, mais vous allez voir que les températures sont vraiment pas mal du tout, hein. Je suis même surpris, c'est même agréablement surpris, donc c'est vraiment bien. Le look, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien, c'est vraiment top. Le petit bouton LED, voilà, on peut changer les cycles. Ça commande directement et la bande LED et le petit ventilateur à l'arrière, c'est juste alimenté en SATA tout simplement, donc ça alimente le ventilateur et la bande. C'est top, il n'y a pas beaucoup de câbles. Après au niveau du ventirad, c'est beaucoup mieux que celui d'origine, hein. Pour 20 €, ça peut valoir le coup, je suis surpris, je pensais pas qu'il était rétroéclairé en bleu. Rien n'empêche plus tard, bien sûr, de changer le ventilateur. Donc voilà, pour 20 € ça le fait, il n'y a vraiment pas de souci, tout prend bien sa place. Comme je l'ai dit, même une configuration sans problème micro ATX, ça peut passer dans ce boîtier parce qu'il est vraiment très compact. Donc je le trouve joli, mais voilà, 46 €, je pense que c'est le maximum. Le point positif, c'est d'avoir des petites visseries un peu couleur chrome, c'est très joli. Voilà, il y avait même des petits réselants transparents blancs, donc c'est bien pensé. Donc au niveau des détail pas mal, et je précise, au niveau du ventirad, il y avait la petite pâte thermique en sachet également, et c'est les fixations Intel d'origine, c'est vraiment super simple à installer. Et autre chose qui m'a retardé sur le montage, j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude, je comprenais pas au niveau de l'alimentation du CPU tout en haut de la carte mère. Alors je comprenais pas, ça correspondait pas du tout là, ça correspondait pas, donc c'est ça qui est très bizarre, donc il fallait le détacher comme ça. Et donc sur la carte mère en haut, il y a une fois 4 broches, une fois 8 broches, donc il faut mettre un sur le 4 broches et un sur le 8 broches. Ça fonctionne comme ça, c'est très bizarre, donc voilà, je suis un peu perplexe. Mais je ne sais pas si c'est lié à cette alimentation, la nouveauté de chez Corsair, vu que c'est une nouveauté ici. Mais dans tous les cas, bon, ça marche sans problème comme ça, mais il fallait comprendre. Voilà, il faut séparer en deux ici les deux fiches. Donc voilà, maintenant on va parler des performances en jeu. J'ai testé, comme d'habitude, j'essaye de tester sur 10 jeux qui sont pas mal joués du moment. Donc j'essaye de voir à peu près les stats Steam. Donc premier jeu que j'ai testé, donc je le rappelle, j'ai testé tout en 1080p qualité élevée. Donc quand je pouvais pas jouer en élevé, les pré-réglages en élevé, j'essaie d'optimiser le mieux pour que ce soit le plus proche du élevé. Donc Apex, tout le temps 144 fps, il n'y a pas de problème, c'est très fluide, ça joue pas mal. Il y a vraiment zéro souci pour Apex, hein, qui est encore beaucoup joué. Warzone 120 fps de moyenne, pareil. Je sais pas s'il est encore autant joué, mais voilà, 120 fps, c'est très stable. Moi je trouve qu'il est pas trop bien optimisé d'ailleurs. Warzone, Halo Infinite 94 fps de moyenne, il est assez exigeant en soi, il est gratuit sur Steam, donc n'hésitez pas à tester pour ceux qui veulent, c'est assez nerveux comme jeu. Donc 94 fps en élevé. Un jeu de voiture Assetto Corsa Competizione, 127 fps de moyenne, donc là il y a vraiment zéro problème pour ce type de jeu. Rainbow Six Siege qui est encore beaucoup joué et qui date je crois depuis 2015, ça commence à faire un 7 ans, 310 fps de moyenne en élevé, donc si vous avez un écran même 240 Hz, ça passe sans problème. Fortnite, donc j'ai joué à Fortnite parce qu'on me le demandera sûrement, donc Fortnite en foire d'empoigne, une moyenne de 150 fps, donc ça varie beaucoup Fortnite, entre 70 et 250 fps suivant les situations, je sais pas pourquoi ça baisse autant, je sais pas si c'est le fait que j'ai joué en foire d'empoigne, mais dans tous les cas, 150 de moyenne. Le benchmark de Tomb Raider, 117 fps en élevé, c'est vraiment excellent, il n'y a rien à dire, c'est un jeu solo, les jeux solo, il y a besoin de moins de fps en général, d'ailleurs Cyberpunk, 75 fps, ça me paraissait fluide. De toute façon, c'est pas des jeux nerveux. Il n'y a pas besoin d'avoir un temps de réponse ultra réactif. Dans tous les cas, 75, c'est vraiment correct pour ce jeu qui est vraiment très exigeant, mais qui est du coup un peu boudé en ce moment. PUBG, 147 fps de moyenne. Il y a zéro problème. C'est très fluide. Je sais pas si c'est la version gratuite qui est mieux optimisée, mais dans tous les cas, 147, c'est vraiment beaucoup. Et pour finir, CSGO, ça fluctue énormément également au niveau des fps, mais en moyenne, j'ai fait 240 fps de moyenne, ce qui est vraiment excellent. Donc 10 jeux, 1080p, je le rappelle, qualité élevée. Donc voilà, ça tourne la plupart des jeux du moment sans problème. C'est sûr, je vous conseillerais toujours de faire vos propres réglages graphiques. Il y a des options d'ombre, etc., d'anti-aliasing, les occlusions ambiantes, etc. C'est assez gourmand. Donc voilà. Pour jouer en 1080p, zéro problème. Pour jouer en 1440p, ça passera également, mais il faudra faire des concessions graphiques. Ce sera plutôt 1440p qualité moyenne. Au niveau des autres tests maintenant que j'ai réalisé, donc le fameux 3D Mark, hein, comme d'habitude, je fais 2 sessions de 3D Mark, donc 7973 points. Ça permet également de faire chauffer la machine, etc. Donc au niveau des températures obtenues, processeur excellent, il chauffe pas de toute façon et il consomme peu 56 degrés.
c'est top. Il va accélérer un petit peu bien sûr si vous sollicitez uniquement le processeur sur certains benchmarks ou certaines applications, mais dans tous les cas en jeu 56 degrés. Le GPU, la RX 6600 de chez XFX, 64 degrés. Donc c'est sûr, si j'avais joué pendant 2-3 heures, ça aurait augmenté un petit peu, mais 64 degrés, ça laisse énormément de marge. Autrement, au niveau du bruit, il est juste ici à côté de nous depuis tout à l'heure, au repos 34-35 décibels. Donc le bruit va se passer un petit peu plus vers l'arrière, donc si c'est sur votre bureau, tant mieux. Parce qu'en façade, c'est vraiment super silencieux. Et quand ça va être en charge, donc ça va être un petit peu le ventirad et un petit peu la carte graphique qui vont accélérer, 38 décibels, c'est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire. C'est une configuration silencieuse et qui consomme peu et qui chauffe peu parce qu'au niveau de la consommation, maximum 200 watts et donc c'est vraiment top. Donc voilà, configuration équilibrée, c'est sûr que je vous conseillerais pas ce boîtier dans une configuration qui va chauffer. Là, ça fait plaisir. Je trouve que c'est une configuration qui est vraiment très cohérente, qui est très jolie. Après, le ventirad, il n'est pas exceptionnel en soi, mais c'est toujours mieux que celui d'origine, on va dire. C'est vraiment pas beau du tout, ce petit ventirad. Donc 19 €. Après, vous avez le choix. Et au niveau water cooling, ce boîtier, ça va être vraiment très très compliqué. Je vous déconseille, c'est pas trop adapté. Ce sera mettre le water cooling en façade. Et du coup, il n'a pas trop d'apport d'air frais. C'est ça qui est dommage. Donc voilà. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le rappelle, je mettrai tout en description, les liens. J'essaye de mettre à jour régulièrement. En tout cas, je vous dis à très très bientôt et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, bye!